L'amour est un sentiment qui nous rapproche les uns des autres, mais parfois, il peut devenir dévastateur. Dans cet épisode de Killers Meurtre en famille, une mère attentionnée et aimée de tous. Ma mère était la meilleure des mamans. C'était une femme généreuse, pas seulement avec ses proches, mais avec tout le monde. Jusqu'à ce qu'une attaque d'une rare violence vienne mettre fin à cette vie paisible. J'ai vu beaucoup de cadavres mutilés au cours de ma carrière, mais ce que j'ai vu ce soir-là, c'était abominable. La police va devoir enquêter sur cette famille en apparence très unie, afin de découvrir l'identité de ce tueur poussé par la passion et le désir de vengeance. C'était un acte de folie furieuse. Lundi 16 juillet 2012. Il est un peu plus d'1 heure du matin à Humble, au Texas. Humble est une ville résidentielle située au nord de Houston. La plupart des familles qui y vivent sont de classe moyenne. La ville a été fondée au début des années 1900, après la découverte de pétrole dans le sol. C'était l'un des plus grands gisements du Texas à l'époque et la ville s'est rapidement développée. Mais tandis que la plupart des habitants dorment paisiblement, la police reçoit un appel d'urgence. Kerry Murphy, une adolescente, avait appelé les secours en pleine nuit. Elle était complètement paniquée. Apparemment, quelqu'un avait forcé la porte de derrière chez elle et elle avait entendu sa mère crier. Elle était partie chercher de l'aide chez ses voisins. Elle était dans tous ses états. Elle ne savait pas si sa mère était encore en vie. La police est arrivée sur les lieux sans trop savoir à quoi s'attendre. C'était une maison de plain-pied. L'agresseur n'était plus là et les policiers ont trouvé la mère de Kerry dans la chambre du fond. Il y avait du sang partout. Les policiers ont tout de suite compris qu'elle avait été poignardée à mort. Elle avait reçu un nombre incalculable de coups de couteau. Elle avait des plaies et des entailles sur tout le corps, sur les bras, les jambes, le cou, le visage, partout. La victime, âgée de 47 ans, s'appelle Marianne Murphy. Elle est déclarée morte sur les lieux du crime. Tout ça n'avait aucun sens. Quel genre de personne s'introduit chez quelqu'un en pleine nuit pour commettre un acte aussi barbare, surtout sur une femme comme elle? Marianne Murphy a grandi dans la banlieue de Houston. Elle a vécu une enfance typiquement américaine. Elle rencontre son mari, Don Murphy, au lycée. Elle a grandi dans un petit quartier du nord de Houston. C'était une jeune fille simple et gentille, du genre à s'habiller en jean et chemise à carreaux. Papa était plutôt le bad boy qui aimait les voitures. Don était un peu macho sur les bords. La première fois qu'il a vu Marianne, elle était au volant de sa Camaro 77. Il a tout de suite été conquis. Le frère de Marianne avait une voiture qu'il avait appelée Betsy. On se retrouvait tous sur les circuits et on faisait des courses, même si on n'avait pas le droit. Au départ, j'ai essayé de la caser avec mon autre frère, Jimmy, parce qu'ils étaient pareils. Mais ça n'a pas marché. Par contre, elle a tout de suite accroché avec Don. Aussi surprenant que ça puisse paraître, les opposés s'attirent. C'était une histoire tout droit sortie des années 50. Le motard à la veste en cuir et la fille de bonne famille qui tombent amoureux. Mais les parents de Marianne ne voient pas d'un bon œil cette relation. Nelda et JD n'aimaient pas beaucoup Don. JD était un policier à la retraite et il connaissait le passé trouble de mon frère, qui avait eu quelques ennuis avec la justice. La plupart d'entre eux étaient liés à ses problèmes d'alcool et parfois de drogue. Mais tout ça appartenait au passé. Il avait changé grâce à Marianne. Elle le rendait meilleur. Ses parents étaient contre leur relation, mais Marianne n'a pas voulu le quitter. Et un jour, Don est venu dîner chez eux. C'est à ce moment-là que les parents de Marianne ont compris qu'elle l'aimait vraiment et que c'était un homme bien pour elle. Ils avaient la même passion pour les voitures et l'histoire américaine, mais ils partageaient surtout les mêmes valeurs. Don aimait sa famille et il aurait fait n'importe quoi pour elle. Pour Marianne, c'était la même chose. Sa famille comptait énormément pour elle. Don a réussi à gagner la confiance des parents de Marianne et ils ont continué à se fréquenter après le lycée et puis ils ont fini par se marier.
Je crois que Marianne venait d'avoir 20 ans et Don en avait 23 ou 24. Souhaitant rester proche de leur famille, les deux jeunes mariés s'installent à une trentaine de kilomètres d'eux dans la ville de Humble. Marianne travaillait dans l'administration, au département de la sécurité publique. C'est là que sont délivrés les permis de conduire dans l'État du Texas. Elle était standardiste. Don travaillait dans un atelier d'usinage. Il découpait du métal. Ils ont eu 2 enfants, Scott en premier, et 6 ans plus tard, ils ont eu Kerry. Scott est né prématuré. Il pesait à peine 1,8 kg. Marianne avait dû accoucher d'urgence par césarienne. Elle a eu plus de mal à tomber enceinte la deuxième fois. Mais Kerry est finalement arrivée sans encombre, 2 jours après Noël. Ils avaient leur petite fille, leur petit garçon, une maison, un jardin, un foyer et une situation assez confortable. Leur vie était parfaite. Marianne était le stéréotype de la mère américaine. Elle accompagnait sa fille à chacune de ses activités. Elle ne vivait que pour ses enfants. Ma mère était vraiment la meilleure des mamans. Je le pense sincèrement. Je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où j'ai dû manger des céréales avant d'aller à l'école. Elle se levait toujours plus tôt pour préparer un vrai petit déjeuner. Marianne et Don ont vraiment tout fait pour que leurs enfants aient une belle vie. Ils n'ont jamais manqué de rien. Tout ce qui comptait pour elles, c'était qu'ils réussissent dans la vie. Elle les incitait à donner le meilleur d'eux-mêmes, sans leur mettre trop la pression. Elle voulait les voir épanouis. En 2012, Scott obtient son diplôme d'ingénieur, pendant que Kerry est encore sur les bancs du lycée. J'étais revenu à Humble après mes études et je louais une maison à 2 pâtés de maison de celle de mes parents. Ma sœur avait 16 ans, donc elle vivait encore avec eux. Mais l'ambiance était très tendue à la maison. Elle était en conflit avec mes parents. Kerry était en pleine adolescence. Elle se cherchait et essayait de s'affirmer en tant que personne. Marianne et Don avaient un peu trop couvé Kerry, mais c'était pour son bien. Ils voulaient la protéger des dangers du monde extérieur. Mais ça a fini par créer des tensions au sein du foyer, car Kerry voulait sortir et se faire des amis. Elle voulait se sentir aimée. Le lycée était une période compliquée pour Kerry, contrairement au reste de sa famille. Le seul endroit où Kerry se sentait à sa place était la chorale du lycée. Elle adorait chanter et sa mère l'encourageait. Elle voulait que sa fille développe son talent. Elle voulait juste qu'on soit heureux. Mais Marianne ne verra jamais ce bel avenir promis à ses enfants. Elle est retrouvée morte chez elle, après avoir été poignardée à plusieurs reprises. La police de Houston doit maintenant en informer sa famille. Kerry était seule à la maison, Don était au travail. Humble est une petite ville paisible. Les cambriolages sont très rares et les meurtres encore plus. Ma mère était une belle personne. Elle ne méritait pas ça. Je ne comprenais pas comment on avait pu lui faire une chose aussi atroce. Que s'était-il passé? Était-ce un cambriolage qui avait mal tourné ou était-ce autre chose? L'examen de la scène de crime révélera certains détails très troublants. Dans notre métier, c'est souvent l'expérience qui fait la différence. Il ne faut écarter aucune hypothèse et tout vérifier. Marianne Murphy, âgée de 47 ans, a été retrouvée poignardée à mort dans sa maison de la banlieue de Houston. La nouvelle de sa mort se répand rapidement dans la petite ville de Humble. Je travaillais de nuit et à 1h34 du matin, j'ai reçu un appel de ma sœur. Elle m'appelait pour me dire que quelqu'un était entré par effraction dans la maison et que maman était blessée. J'ai foncé chez mes parents et quand je suis arrivé, la maison était déjà encerclée par les voitures de police. J'avais appelé mon père qui était au travail pour lui dire de rentrer immédiatement, car il venait de se passer quelque chose de grave. La police de Houston avait envoyé de nombreux agents sur place pour boucler le périmètre. Les proches de la famille et les voisins étaient là. Ils voulaient savoir ce qui s'était passé. J'étais énervé car il ne voulait pas me laisser entrer dans la maison. On m'a dit d'aller parler à mon père. Et il faut savoir que mon père est un peu trop direct parfois. C'est un Texan pur et dur. Il m'a regardé et m'a dit « J'espère que tu as le cœur bien accroché, mon garçon. » J'ai dit oui. Et il m'a dit « Elle est morte. » J'étais complètement sonné. Je ne savais plus quoi faire. L'affaire est confiée à l'inspecteur Craig Clopton.
Quand je suis arrivé sur la scène de crime la première fois, j'avais très peu d'informations. Je savais juste que la personne qui avait appelé les secours, Kerry Murphy, avait entendu quelqu'un forcer la porte de derrière. Au départ, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un cambriolage qui avait mal tourné. Selon Kerry, le voleur s'était introduit dans la maison par la porte de derrière. Pourtant, les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace d'effraction à cet endroit. La porte était grande ouverte. Elle n'était pas cassée et la serrure n'avait pas été crochetée. Il y avait une vitre brisée, mais le trou n'était pas assez grand pour qu'une personne puisse y passer. On pouvait y passer le bras, mais ça ne suffisait pas pour atteindre le verrou de l'intérieur. Il n'y avait eu aucune effraction. Les enquêteurs observent les lieux et relèvent des éléments étranges. Il y avait un peu de désordre à l'intérieur. C'était comme si quelqu'un était parti précipitamment ou s'était amusé à jeter des affaires partout. Quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'une bagarre avait probablement eu lieu. Normalement, après un cambriolage, on retrouve souvent la maison dans un immense désordre. Mais ce n'était pas le cas ici. Les autres pièces de la maison étaient plus ou moins rangées. Il est possible que Marianne ait surpris le voleur, ce qui a pu conduire au meurtre. Mais la victime était dans sa chambre et il n'y avait aucune trace de lutte dans la maison. Pas de sang ni d'objets cassés. Il n'y avait rien qui indiquait une quelconque altercation. Selon toute vraisemblance, l'attaque a eu lieu dans la chambre. La chambre parentale n'était pas très spacieuse, mais le lit était plutôt grand. Je revois encore le corps sans vie de Marianne en plein milieu de ce lit. Et c'était une vision absolument atroce. Un meurtre à l'arme blanche, c'est toujours très sanglant. Mais là, c'était pire que tout. C'était impressionnant. De toute évidence, ce n'était pas un accident. Selon le médecin légiste, Marianne avait été poignardée à plus de 70 reprises. L'attaque avait duré un certain temps. Ce n'était pas un meurtre expéditif. En général, quand un voleur se fait surprendre au cours d'un cambriolage et qu'il décide de tuer le témoin, il fait ça vite. Mais là, il s'était acharné sur Marianne. Dans ce genre de meurtre, le tueur est en contact direct et rapproché avec la victime. Il la touche, la sent, il entend sa respiration. Il est vraiment connecté à elle. Une fois le corps de Marianne déplacé, la police fait une découverte surprenante. Le père de la victime était un ancien policier. Donc Marianne avait des armes à feu chez elle qui étaient toutes chargées pour des raisons de sécurité. Quand on a déplacé son corps, on a trouvé un pistolet caché sous son oreiller, à l'endroit où sa tête reposait. Selon moi, c'était la preuve qu'elle avait été attaquée par surprise pendant son sommeil. Elle avait reçu des coups de couteau sur les mains et les poignets parce qu'elle avait essayé de se débattre. À ce moment-là, c'est son instinct de survie qui a pris le dessus et elle n'a pas pensé à prendre ce pistolet. Cette nuit-là, quelqu'un s'est introduit dans la maison avec l'intention de tuer Marianne Murphy. C'était un meurtre prémédité et commis de sang-froid. Mais qui pourrait bien vouloir tuer une mère de famille sans histoire? Et pourquoi? Afin d'en savoir plus, les enquêteurs se tournent vers sa fille de 16 ans, Kerry Murphy. Ils voulaient qu'elle leur raconte tout ce qui s'était passé en détail. Avait-elle vu ou entendu quelque chose avant de s'enfuir? Ce soir-là, elle faisait du scrapbooking. Et puis elle avait décidé d'aller se coucher car elle était fatiguée. Sa mère dormait déjà. Et c'est là qu'elle a entendu un grand fracas à l'arrière de la maison. Ensuite, elle a entendu des voix. Elle a compris que quelqu'un était entré chez elle par effraction. Peu de temps après, elle a entendu sa mère crier. Et elle est partie en courant de la maison. Kerry n'avait pas reconnu la voix et n'avait pas non plus entendu ce qu'elle disait. Elle n'avait aucune idée de qui c'était. Kerry se souvient seulement être allée chercher de l'aide chez les voisins. Une fois sortie de chez elle, elle a vu le voisin d'en face et elle a couru vers lui. Elle était dans tous ses états. Elle lui a demandé si elle pouvait emprunter son téléphone, ce qu'il a accepté. Et elle a appelé les secours.
C'était une démarche assez étrange. On était en 2012 et à cette époque, les ados avaient déjà tous un téléphone portable. Mais Kerry a dit qu'elle n'en avait pas. C'était assez frustrant de savoir que le seul témoin du meurtre n'avait pas pu voir le visage du tueur. Mais si Kerry était restée, elle serait peut-être morte elle aussi. Kerry et son frère Scott n'ont aucune idée de l'identité de l'assassin. La police nous a dit que la personne qui avait fait ça connaissait forcément ma mère et lui en voulait. Je ne comprenais pas comment elle avait pu être tuée de la sorte. Je ne voyais pas qui aurait pu avoir autant de rancœur envers elle. Ma mère n'avait pas d'ennemis. Mais la réaction de leur père éveille les soupçons des enquêteurs. En apprenant la nouvelle de la mort de sa femme, Don n'a pas réagi comme on aurait pu l'imaginer, ce qui a évidemment interpellé la police. Quand on annonce une nouvelle aussi grave, il y a plusieurs types de réactions. En tant qu'enquêteur, j'ai pris l'habitude de les analyser, car ça peut en dire long sur la personne. Et là, c'était très étrange. Don n'avait pas l'air très affecté par la mort de sa femme. Personnellement, j'aurais été dévasté par la nouvelle. Alors pourquoi ne l'était-il pas? La réaction de Don à l'annonce de la mort de Marianne l'a immédiatement rendu suspect aux yeux des enquêteurs. Il n'avait pas du tout l'air touché par ce qu'il venait d'arriver. La police va devoir mener l'enquête pour découvrir ce qu'il se cachait derrière ce mariage en apparence parfait. Ils dormaient sur le canapé. Ce n'était pas tout rose entre eux. La police de Houston enquête sur le meurtre violent de Marianne Murphy. Tout laisse à croire qu'elle connaissait son meurtrier. L'hypothèse d'un accident, comme celle d'un cambriolage qui aurait mal tourné, a très vite été écartée. Ça ne ressemblait pas à un cambriolage. Et contrairement à ce qu'affirmait Kerry, le meurtrier n'était pas entré par effraction dans la maison. Les enquêteurs ont remarqué plusieurs incohérences sur la scène de crime. La vitre de la porte était cassée, mais pas assez pour laisser passer une personne. De plus, les bris de verre se trouvaient à l'extérieur de la maison. Les éclats de verre étaient dehors, donc la vitre avait été brisée depuis l'intérieur. Le meurtrier avait réussi à s'introduire dans la maison d'une autre manière, et il a voulu faire passer ça pour un cambriolage. Les enquêteurs savent que dans la plupart des cas d'homicides conjugaux, le coupable est le mari. Ils cherchent donc à en savoir plus sur le mariage de Don et Marianne. La police a interrogé les voisins. Apparemment, le couple n'était pas aussi heureux qu'il le laissait paraître. Don avait de sérieux problèmes d'alcool. Il dormait sur le canapé. Ils ont entendu une rumeur disant que Marianne avait une liaison extra-conjugale. Ils en ont eu la confirmation après avoir consulté son relevé téléphonique. J'ai découvert que Marianne avait effectivement une aventure. Elle fréquentait un autre homme. C'était un de ses collègues, que je vais appeler Mike. D'après le relevé téléphonique, c'était la dernière personne à l'avoir appelé. Mike et elle s'envoyaient des messages et des photos très explicites. Est-ce que Don était au courant de cette liaison? Don a dit aux enquêteurs qu'il était parti du travail juste après avoir appris ce qu'il s'était passé. Mais avait-il menti? Était-il là bien avant? Après l'appel de Kerry, Scott avait téléphoné à son père pour le prévenir. Mais Don était arrivé sur les lieux avant son fils. Ce détail n'avait pas échappé à la police. J'ai envoyé un de mes agents sur son lieu de travail pour interroger son employeur. Je voulais savoir si Don était bien là, cette nuit-là. Quand était-il arrivé? Quand était-il parti? Avait-il eu le temps d'aller tuer sa femme et de revenir à l'atelier? C'était ça la vraie question. Et la réponse était non. Ses collègues nous ont assuré qu'il était bien présent ce soir-là. Il était parti après avoir reçu un appel de son fils en leur disant qu'il y avait une urgence. Son entreprise se trouvait sur la route 290. Il n'aurait jamais eu le temps d'aller chez lui et de retourner au travail sans que personne ne s'aperçoive de son absence. Don étant disculpé, les enquêteurs se tournent maintenant vers l'autre homme de ce triangle amoureux. C'était la dernière personne à avoir parlé à Marianne avant sa mort. Il fallait absolument que je l'interroge. Je voulais en savoir plus sur leur relation. J'ai décidé d'aller lui rendre une petite visite à l'improviste pour voir à qui j'avais affaire. La police est allée voir l'amant de Marianne.
Quand ils lui ont appris la nouvelle de sa mort, il était sous le choc. Il était réellement triste, bien plus que Don. Il nous a confirmé leur liaison en précisant que leur relation était purement sexuelle. Ils n'éprouvaient pas de sentiments l'un pour l'autre. Ils s'envoyaient beaucoup de messages. Il nous a autorisés à fouiller son téléphone et nous a donné accès à ses relevés téléphoniques. Il était très coopératif. Il m'a paru vraiment sincère. Il a réagi comme une personne endeuillée et censée réagir. Pourtant, il affirmait que sa relation avec Marianne n'était pas du tout sérieuse. Il a dit qu'il n'avait jamais mis les pieds chez elle. C'était peut-être la vérité, mais ça paraissait tout de même un peu louche. Même s'il semblait honnête, il fallait vérifier ses dires. Et c'est ce que j'ai fait par la suite. Les relevés téléphoniques du portable de Mike sont épluchés par les enquêteurs et les données GPS viennent confirmer son alibi. Il était bien ailleurs au moment du meurtre. La géolocalisation nous le prouvait. Ce n'était pas lui le meurtrier. La liste des suspects se rétrécissait, ce qui était une bonne chose en soi. Le problème, c'est qu'il fallait maintenant repartir à zéro. Si ce n'était ni le mari ni l'amant, qui était-ce? Il fallait s'intéresser aux autres proches de Marianne. Il faut toujours commencer par les personnes les plus proches de la victime, celles qui partagent sa vie au quotidien et qui ont accès à son domicile. C'est la base dans une enquête. Même si elles ne sont pas suspectes, il faut les interroger pour les innocenter définitivement. Plus il y aura de personnes mises hors de cause, plus il sera facile de se concentrer sur les suspects sérieux. Scott ne vivait plus chez ses parents et ni lui ni son colocataire ne se trouvaient dans les environs au moment du meurtre. Il ne reste plus que la fille de Marianne, Kerry Murphy, âgée de 16 ans. C'est elle qui a prévenu les secours. Kerry a dit aux policiers qu'elle avait couru chez les voisins quand elle avait entendu sa mère crier. Mais les preuves recueillies par la scientifique contredisaient son témoignage. Marianne avait perdu énormément de sang et les draps du lit en étaient complètement imbibés. Mais après analyse, il s'est avéré qu'il avait déjà séché et coagulé au moment de la découverte du corps. Il faut compter au moins 1 à 2 heures avant que le sang ne coagule. Le problème, c'est que Kerry a dit qu'elle était partie chercher de l'aide dès qu'elle avait entendu les cris de sa mère. Mais le sang séché retrouvé sur les draps signifie que Marianne était morte depuis plus longtemps. Ça voulait dire que Kerry mentait. Et la police a dû l'interroger à nouveau. Quand j'ai découvert que Kerry nous avait menti, je me suis dit 2 choses. Soit c'était elle la coupable, soit elle savait qui c'était. Sa mère venait de mourir dans des circonstances atroces. Alors pourquoi mentirait-elle si elle n'y était pour rien? Ça n'avait pas de sens. La chronologie des faits n'était pas bonne. On savait que Kerry nous dissimulait la vérité et il fallait mettre tout ça au clair. Les enquêteurs interrogent à nouveau l'adolescente, mais elle reste évasive. À chaque fois que la police la mettait face à ces contradictions, elle essayait de trouver une explication, que ce soit pour le sang séché ou la vitre qui avait été brisée de l'intérieur. Elle a changé sa version. Maintenant, elle nous disait qu'avant de sortir de sa chambre, elle avait entendu des voix qui parlaient de crocheter la serrure. Et là, je me suis dit, c'est pas vrai, elle se moque de moi. Elle pense vraiment que je vais la croire? Ils ont décidé de la passer au détecteur de mensonges pour prouver qu'elle mentait et lui mettre un peu plus la pression. On a dû demander l'autorisation de son père pour la passer au détecteur, car elle était mineure. Il nous l'a donnée et on lui a fait passer le test. Et elle l'a raté. La stratégie de la police a fonctionné. Kerry a fini par admettre qu'elle avait menti et qu'elle ne leur avait pas tout dit. En réalité, elle avait vu le visage du meurtrier de sa mère. Apparemment, il s'agissait d'un garçon de son lycée, Zeyn Ahmed. Kerry déclare aux enquêteurs qu'elle n'a pas voulu leur parler de Zeyn car elle avait peur de lui. Je ne le connaissais pas du tout, et ça avait l'air d'être un garçon un peu perturbé et agressif. Je ne le sentais pas trop. Kerry a dit que Zeyn lui courait après. Il voulait sortir avec elle. Elle lui a toujours dit non, jusqu'au soir où sa mère est morte. Kerry l'avait invité chez elle ce soir-là, car elle voulait qu'il fasse peur à sa mère. Tout ça parce qu'elle était en colère contre elle. Marianne venait de découvrir que Kerry sortait avec une fille plus âgée qui s'appelait Rebecca Keller. Ma mère ne voyait pas d'un bon œil cette relation. La victime n'aimait pas Rebecca. Non pas parce que c'était une fille, mais parce qu'elle avait une mauvaise influence sur Kerry.
Marianne n'avait aucun problème avec l'homosexualité, mais elle estimait que Kerry était trop jeune pour fréquenter cette fille. Selon elle, Rebecca, Zane et leurs amis étaient des personnes peu recommandables et elle savait que sa fille était très influençable. C'était surtout la différence d'âge qui dérangeait ma mère. Kerry avait 16 ans et Rebecca 19. À cet âge-là, c'est une grosse différence et ma sœur était encore trop immature. Mais Kerry a refusé de se séparer de Rebecca, alors Marianne l'a privée de téléphone. Une punition que sa fille n'a pas du tout acceptée et elle a donc décidé de se venger. Kerry trouvait que sa mère était trop stricte avec elle. Elle voulait lui donner une leçon. Donc elle s'est dit qu'elle allait lui faire peur et c'est pour ça qu'elle avait fait appel à Zane. Elle lui avait dit de venir chez elle cette nuit-là. Il ne devait pas faire de mal à sa mère. Elle pensait qu'il allait juste la menacer avec un couteau en lui disant « Vous devez laisser Kerry tranquille maintenant, je ne plaisante pas. » Mais rien ne s'est déroulé comme prévu. Quand Zane est arrivé, il n'était pas seul. Son complice portait une cagoule. Kerry ne l'a pas reconnu. Elle aurait pu tout arrêter à ce moment-là, mais elle les a laissés entrer. Ils sont allés dans la chambre de sa mère et quelques minutes plus tard, elle a entendu des cris. Elle est partie voir ce qui se passait et c'est là qu'elle a vu Zane en train de poignarder sa mère. Ensuite, elle nous a dit que l'homme cagoulé l'avait attrapée et plaquée contre la porte. Elle ne pouvait plus bouger. Il la retenait pendant que Zane tuait sa mère. Ils l'ont menacée et lui ont dit de faire passer ça pour un cambriolage. Et ils sont partis. Voilà ce qui s'était passé selon Kerry. Elle n'avait pas voulu dire la vérité aux enquêteurs car elle avait peur de Zane. C'était un homme dangereux. Il était mêlé à des histoires de gang et malheureusement, il s'était entiché d'elle. C'est pour ça qu'elle se sentait coupable. Les enquêteurs décident de faire des recherches sur le passé de Zane Ahmed. Même si j'avais encore des doutes sur la sincérité de Kerry, je me suis dit « D'accord, pourquoi pas? On va essayer d'en savoir un peu plus sur ce Zane. » Zane était déjà connu des services de police. Son casier judiciaire n'était pas vierge. Quand les enquêteurs ont montré sa photo à Kerry, elle l'a tout de suite identifié. Mais quand la police convoque Zane pour l'interroger, ils sont très surpris par l'homme qu'ils découvrent. Il n'avait rien à voir avec l'individu que nous avait décrit Kerry. Il m'avait l'air un peu perdu, comme s'il avait un léger handicap mental. Il ne comprenait pas pourquoi il était là. Il leur a dit qu'il jouait aux jeux vidéo chez lui cette nuit-là. Il semblait sincère, mais les enquêteurs l'ont tout de même fait passer au détecteur de mensonges. On allait lui demander s'il avait tué Marianne, il allait nous répondre non, et fin de l'histoire. Mais après le test, mon collègue est venu me voir et m'a dit « Il est prêt à passer aux aveux ». Je suis resté bouche bée. Je m'attendais à tout sauf à ça. Après plusieurs heures d'interrogatoire, Zane confirme la version de Kerry, mais il déclare que la mort de Marianne était un accident. Je lui ai demandé « Que s'est-il passé exactement ?» Et il m'a répondu « Elle m'a surpris. Je voulais juste lui faire peur quand elle s'est réveillée. J'ai paniqué et je l'ai poignardée. » Les enquêteurs avaient enfin les aveux qu'ils attendaient. Ils arrivaient au bout de cette affaire. Il avait reconnu les faits. Il nous disait qu'il regrettait et qu'il n'avait pas voulu la tuer, que c'était un accident. Mais je sentais que quelque chose n'allait pas. D'abord, comment peut-on accidentellement poignarder quelqu'un 70 fois? Et qui était cet homme à la cagoule? Tout ça a été très louche. Même si je ne croyais pas à son histoire, je ne pouvais pas le laisser en liberté. Après tout, il venait d'avouer un meurtre. C'était trop risqué. Donc je me suis dit, bon, je vais le placer en détention pour éviter qu'il ne fasse d'autres bêtises. Mais cette affaire est loin d'être terminée. L'histoire ne s'arrête pas là. Peu convaincue par les aveux de Zane, la police va poursuivre son enquête et découvrir une vérité qu'elle n'aurait jamais soupçonnée. Elle avait cherché sur Internet comment tuer quelqu'un rapidement. Zane Ahmed, âgé de 20 ans, vient d'avouer l'homicide involontaire de Marianne Murphy après s'être introduit chez elle en pleine nuit. Mais dit-il la vérité? Kerry Murphy a dit qu'elle l'avait couvert car elle avait peur qu'il la tue. Mais elle avait déjà menti à la police et il y avait de fortes chances pour que Zane fasse de même. J'avais encore beaucoup trop de questions qui restaient sans réponse. Mon intuition me disait que ce n'était pas lui le coupable dans cette histoire. Au début de son interrogatoire, Zane a dit aux enquêteurs qu'il était resté chez lui à jouer à des jeux vidéo le soir du meurtre
et ses parents peuvent en attester. J'ai envoyé 2 agents au domicile de ses parents pour en savoir plus sur cette histoire. Ils étaient sous le choc quand ils ont appris que leur fils était en prison. Et puis, ils nous ont simplement dit que ça ne pouvait pas être lui, car il était à la maison avec eux ce soir-là. Ses parents disaient la vérité. Zane avait joué à un jeu vidéo en ligne qui enregistrait ses temps forts avec date et heure à l'appui. C'est ce qui a permis de prouver que Zane était bien chez lui en train de jouer au moment du meurtre. Il ne pouvait pas être à 2 endroits en même temps. Mais si ce n'était pas lui le tueur, pourquoi s'était-il dénoncé? Les enquêteurs avaient trouvé son comportement étrange lors de l'interrogatoire. Il avait l'air perdu, comme s'il ne comprenait pas bien ce qu'on lui disait. Il n'avait pas l'air de mesurer vraiment la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Il a peut-être voulu dire ce que la police voulait entendre. Ce sont des choses qui peuvent arriver durant un interrogatoire. Sa garde à vue a duré 12 heures. Il a peut-être fini par craquer tout simplement. Il voulait que ça se termine. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il voulait rentrer chez lui. Les enquêteurs ont conclu que Zane n'est pas impliqué dans le meurtre de Marianne et le procureur décide d'abandonner les poursuites à son encontre. Mais son innocence soulève une nouvelle question. Zane n'avait pas tué Marianne, alors pourquoi Kerry l'avait-elle dénoncé? Ils se sont rendus compte que Kerry n'avait fait que leur mentir. Ils l'ont donc convoqué à nouveau pour mettre au clair toute cette histoire. Elle a accepté de revenir me voir en me promettant de tout me raconter. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi, qu'elle avait parlé avec son père et son frère et qu'elle était prête à me dire la vérité. Je pensais qu'elle allait enfin nous avouer son implication dans le meurtre de sa mère. Je lui ai dit « Ok, dis-moi tout ». Mais contre toute attente, Kerry décide de prendre un avocat. La police se tourne donc vers son frère, Scott. Les enquêteurs savaient qu'il y avait des tensions entre Kerry et sa mère, à cause de sa relation avec Rebecca Keller. Mais selon Scott, la situation était bien pire que ce que Kerry leur avait laissé croire. Au début de leur relation, ma sœur m'avait dit « J'ai rencontré cette fille, elle m'aime et elle me rend heureuse. » Et j'étais content pour elle. Mais au fil du temps, elles sont devenues trop fusionnelles. La simple idée de ne pas être ensemble les rendait malades. Ma mère avait bien vu que cette relation était toxique. Kerry n'était plus la même depuis qu'elle était avec Rebecca. Elle était devenue plus sombre. Marianne aimait ses enfants plus que tout, et elle voulait simplement les protéger. Mais en empêchant Kerry de voir Rebecca, elle n'a fait que creuser le fossé qui la séparait de sa fille. La situation a empiré. Kerry était en pleine adolescence, elle n'en faisait qu'à sa tête. Marianne ne cautionnait pas du tout cette relation. Ce n'était pas l'homosexualité le problème. C'était plutôt la différence d'âge et la mauvaise influence de Rebecca sur sa fille qui la dérangeait. Selon Scott, la situation s'était considérablement dégradée depuis quelques semaines. Sa sœur était entrée en guerre contre sa mère. Marianne avait découvert que Kerry et Rebecca s'envoyaient des photos et des messages à caractère sexuel très explicites. Au Texas, l'âge de la majorité sexuelle est de 17 ans et Kerry n'en avait que 16. Marianne était désemparée en découvrant ces messages. Elle a interdit à Rebecca de s'approcher de sa fille après ça. Marianne avait même réussi à obtenir une injonction d'éloignement provisoire contre elle pour l'empêcher de voir Kerry. Mais elles s'aimaient et ce n'était pas un bout de papier qui allait les arrêter. Alors elles se sont vues en cachette. Ces rendez-vous clandestins ont duré un moment, jusqu'à ce que Marianne les surprenne ensemble dans la chambre de Kerry. Rebecca avait réussi à entrer par la fenêtre de la chambre. On m'a appelé pour me dire que ma fille s'était fait arrêter pour violation de domicile. Je suis allé payer la caution pour la libérer. Marianne a décidé de punir sa fille en lui confisquant son téléphone. Depuis ce jour-là, Kerry ne lui adressait plus du tout la parole. Mais était-ce un mobile pour pousser Kerry à tuer sa mère? La haine de ma sœur envers ma mère grandissait de jour en jour. Rebecca et elle ne supportaient plus d'être séparées. Elles auraient fait n'importe quoi pour être ensemble. En y réfléchissant bien, c'était évident. C'étaient elles les coupables. Elles avaient tué ma mère. Le témoignage de Scott a été crucial dans l'enquête. Il a révélé à la police que sa sœur avait bien un téléphone le soir du meurtre. Marianne ne savait pas du tout que Kerry avait un autre téléphone. Elle avait confisqué le portable de sa fille pour qu'elle ne puisse plus contacter Rebecca. Mais Rebecca en avait donné un autre à Kerry. Donc, elles pouvaient continuer de se parler.
Elle l'avait surnommé le Bunny Phone, car ma sœur avait l'habitude d'appeler Rebecca Bunny. J'ai demandé à Scott s'il savait où se trouvait ce téléphone et il m'a répondu « Oui, bien sûr, je l'ai chez moi ». Les enquêteurs contactent ensuite l'opérateur pour obtenir les relevés téléphoniques. Une fois en possession de ces nouveaux éléments, ils convoquent Rebecca Keller pour l'interroger. Elle a nié toute implication dans le meurtre. Elle a même déclaré qu'elle n'avait pas parlé à Kerry depuis 6 semaines. Elle ignorait qu'ils avaient le Bunny Phone. La police savait qu'elle mentait car les deux suspects s'étaient appelés de nombreuses fois au cours des 6 dernières semaines, notamment le soir du meurtre. Rebecca s'est retrouvée au pied du mur. Elle a fini par avouer que Kerry l'avait appelée cette nuit-là pour lui dire « Je l'ai fait ». Rebecca prétend qu'elle a aidé Kerry à couvrir le meurtre par amour pour elle. Après ce coup de fil, Rebecca s'est rendue chez les Murphy. Elle a aidé Kerry à se débarrasser de ses vêtements couverts de sang, à effacer ses traces et à mettre en scène un cambriolage. C'est elle qui a eu l'idée du faux cambriolage. En revanche, c'est Kerry qui avait prévu d'utiliser Zane comme bouc émissaire, au cas où on ne la croirait pas. Rebecca est allée jeter les vêtements et le couteau ensanglanté dans une des bennes à ordures de l'école voisine. Tout ce que je sais, c'est que l'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Les enquêteurs ont ensuite examiné d'autres pièces qu'ils avaient saisies chez les Murphy, notamment un ordinateur. J'ai découvert que le soir même du meurtre, Kerry était au téléphone avec Rebecca et elles avaient cherché sur Internet comment tuer quelqu'un rapidement. Elles sont restées un long moment sur un site en particulier. Il disait que la manière la plus efficace et la plus rapide de tuer quelqu'un était de sectionner l'artère fémorale qui se trouve dans la cuisse. Et ma mère avait effectivement pris un coup de couteau à cet endroit précis. Il était évident que Rebecca était bien plus impliquée dans le meurtre qu'elle ne voulait le faire croire. On avait réuni suffisamment d'éléments pour inculper Kerry et Rebecca de meurtre. Le problème, c'est qu'on ignorait toujours laquelle des deux avait tué Marianne et il fallait le découvrir avant l'ouverture du procès. Elles auraient pu se voir accorder le bénéfice du doute et ainsi échapper à toute condamnation. Elles étaient toutes les deux libérables sous caution, mais personne n'a pu payer celle de Rebecca. Elle est restée en prison en attendant son procès. Je me doutais qu'elles allaient essayer de se contacter, même si Rebecca était incarcérée. Alors, je me suis intéressé aux conversations téléphoniques de Rebecca. Au départ, elle n'appelait que sa mère. Mais les enquêteurs ont fini par découvrir qu'elle utilisait le crédit d'une autre détenue pour pouvoir passer des appels en secret. J'ai décidé de consulter le relevé téléphonique du compte en question pour savoir qui elle contactait. Et évidemment, la seule personne qu'elle appelait, c'était Kerry Murphy. Durant les 9 mois qui précèdent le procès, Rebecca appelle Kerry plus de 800 fois. Les appels duraient 10 minutes. Les détenus n'avaient pas le droit à plus. Un appel depuis la prison coûte environ 4 à 6 dollars. C'est pas donné. J'ai passé beaucoup de temps à écouter leurs conversations. La plupart du temps, elles s'échangeaient des mots doux, « je t'aime, moi aussi », etc. Elles parlaient un peu de leur quotidien, l'une enfermée et l'autre dehors. Ce n'était pas très intéressant jusqu'à ce que je tombe sur cet appel. Elles discutaient du procès et de leur inculpation. Elles n'avaient pas trop le moral. Et à un moment donné, Rebecca a dit « Je suis vraiment pas bien, tu sais. Toi, tu n'as pas vu ce que j'ai vu. » Là, je me suis dit « Mais de quoi parle-t-elle » Et ensuite, Kerry lui a répondu « Justement si, tu croyais que j'étais resté dans ma chambre, mais je suis sorti et je t'ai vu la poignarder. » Kerry n'éprouvait aucun regret. Elle était presque fière d'avoir assisté à la scène, d'avoir vu sa mère se faire tuer. C'était le témoignage qu'ils attendaient depuis le début. Ils savaient enfin qui avait tué Marianne. Rebecca était la meurtrière et Kerry sa complice. Alors que l'instruction avance, le juge déclare que Kerry Murphy sera jugée comme une adulte. Mais finalement, le procès n'aura pas lieu. La police avait découvert une preuve irréfutable qui les incriminait toutes les deux. Elles savaient qu'elles étaient coincées. Elles n'avaient plus aucune chance d'être acquittées.
Elles ont donc demandé une négociation de peine en échange de leurs aveux. Les preuves contre elle étaient beaucoup trop accablantes. Un procès aurait été une perte de temps. On a proposé un premier arrangement à Kerry. On lui a dit « Tu pourras avoir une peine réduite si jamais tu avoues et expliques au juge ce que tu as fait. » Mais Kerry refusait de reconnaître son implication dans le meurtre devant sa famille, surtout devant sa grand-mère, qui l'avait toujours soutenue. Elle a d'abord rejeté notre arrangement. Ils ont proposé la même chose à Rebecca et elle n'a pas hésité une seconde. Ça a mis la pression sur Kerry, qui a fini par accepter la négociation. Kerry et Rebecca plaident toutes les deux coupables en échange d'une réduction de peine. Kerry a pris 30 ans et Rebecca 60. Quand j'ai appris que Rebecca plaidait coupable, je suis sortie de la salle et j'ai pleuré. Elle n'a jamais été violente. C'est son avocat, commis d'office, qui l'a persuadée de plaider coupable. Pour moi, ma fille est innocente. L'enregistrement téléphonique que les enquêteurs ont présenté au dossier était une preuve irrecevable. Rebecca et Kerry n'ont jamais donné leur autorisation pour qu'il soit exploité. Pour moi, cet enregistrement n'était pas authentique, il a été modifié. Quand j'étais dans la salle d'audience pour le verdict et que j'ai entendu cet enregistrement, ça m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Savoir que ma propre sœur, la chair de ma chair, était restée dans le couloir impassible pendant que ma mère se faisait tuer sous ses yeux, ça m'a anéanti. Quand on fait quelque chose de mal, on doit en payer le prix. On doit aller en prison. Kerry a mérité sa condamnation. Je l'aime malgré tout et je lui pardonne. Mais elle est là où elle doit être. Seuls Kerry et Rebecca savent ce qu'il s'est réellement passé cette nuit-là. Mais une chose est sûre, le besoin irrépressible d'être ensemble a conduit les deux jeunes femmes à commettre un crime impardonnable. Kerry était une adolescente très influençable qui est tombée amoureuse de la mauvaise personne. Elle voyait sa mère comme une ennemie qui voulait détruire sa relation. La situation était déjà compliquée, mais elle a complètement dégénéré. Ces deux jeunes femmes voulaient absolument être ensemble, mais Marie-Anne y était formellement opposée. Et le seul moyen qu'elles ont trouvé pour y remédier, c'était de la tuer. C'était un acte ignoble et inhumain, mais ce n'est pas à moi de les juger. Le véritable jugement viendra en temps voulu. Mais en attendant, elles doivent payer le prix de leurs actes en ce bas monde. Je sais qu'on a beaucoup parlé de ce drame et de ses conséquences. Mais avant tout cela, on a vécu de très bons moments tous ensemble en famille. Il ne faut pas les oublier. Et c'est vrai que sur la fin, les relations étaient un peu tendues. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai grandi dans une famille où l'on se disait « je t'aime » avant de se coucher. Même si parfois on se le criait d'un bout à l'autre de la pièce. Alors oui, il s'est passé un drame terrible dans cette maison où j'ai grandi. Une tragédie qu'on ne pourra jamais effacer. Mais les souvenirs de ma mère et de mon enfance, on ne pourra jamais me les enlever.